Bienvenue dans le Book Club de France Culture. Le vendredi, un invité nous recommande et discute avec vous d'un grand classique de la littérature, d'un livre qui a compté pour lui, livre formateur, livre dépaysant, livre bouleversant. Aujourd'hui, notre invité est Mathias Sénard, producteur de l'entretien littéraire le dimanche à 16h30 sur France Culture, écrivain, prix Goncourt avec Boussole en 2015. Il a appris l'arabe et le persan à l'INALCO, réalisé de longs séjours au Moyen-Orient, lu beaucoup d'auteurs qui écrivent depuis le Maghreb, depuis le Liban ou encore depuis l'Iran ou l'Afghanistan. Il s'est installé à Barcelone pour pouvoir mieux regarder aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, alors qu'on commémore cette année les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, je lui ai demandé de nous recommander un grand roman algérien. Bonjour Mathias Sénard. Bonjour Olivia. Et vous allez nous dire dans quelques instants ce que vous avez choisi pour en discuter en tout cas avec vous et nous ouvrir les portes de sa bibliothèque à elle. La romancière Kawthar Adimi est restée avec nous. Elle est là aussi. Elle nous parlait dans la première partie de Bienvenue au Club de son roman En cette rentrée au vent mauvais au seuil. Rebonjour Kawthar Adimi. Bonjour. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis midi. Enfin les vendredis, France Culture et Babelio font se rencontrer leur communauté de lecteurs. Avec nous, Pierre Croze, responsable éditorial de ce site réseau où les passionnés de lecture partagent et échangent autour de ce qu'ils ont lu. 1,4 million de membres, donc de lecteurs inscrits sur le site pour donner leur avis sur leur dernière lecture par exemple. Et environ 4 millions de personnes, de visiteurs qui viennent chercher des conseils sur Babelio. Bonjour à vous Pierre et merci. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous. Justement, vous avez, on vous a donné le thème de l'émission du jour de ce book club, l'Algérie. Vous avez tapé ce mot, cette référence dans votre machine. Et qu'est-ce qui est ressorti ? Oui, j'ai un peu regardé ce que les lecteurs avaient fait sur Babelio. Alors j'ai vu qu'il y avait 1217 livres qui portaient l'étiquette Algérie. Le plus populaire ayant l'étiquette Algérie, donc c'est les lecteurs qui peuvent ajouter les étiquettes de leur lecture. C'est L'étranger d'Albert Camus, suivi de La peste d'Albert Camus. On se souvient aussi du regain de popularité de La peste lors du moment du Covid. Le livre le plus populaire de la littérature algérienne, alors il y en a 4 romans de Yasmina Khadra qui trustent les premières places, mais suivis depuis peu par Meursault contre enquête de Kamel Daoud et 2084, La fin du monde de Boualem Sansal. Et enfin, j'ai regardé aussi l'étiquette Guerre d'Algérie. 524 livres ont été étiquetés avec cette étiquette. Les deux plus populaires sur la guerre d'Algérie, ce sont des livres très différents l'un de l'autre. L'art de perdre d'Alice Zeniter et Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Voilà, grand roman, L'art de perdre de Alice Zeniter et Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, dont on va vous reparler durant cette demi-heure. Voilà pour les romans les plus populaires. Et tout de suite, quand même peut-être une question qui ressort de ce classement subjectif, L'étranger d'Albert Camus, qui a été cité sous l'étiquette Algérie. Est-ce que ça compte comme un roman algérien ? C'est ce que s'est demandé un auditeur-lecteur, Curious Boy, sur Twitter, sur le Twitter de France Culture, Mathias Sénard. C'est une vraie question. Est-ce que ça compte comme un roman algérien ? Oui, puisque bien évidemment l'action se déroule à Alger. Tout le monde connaît cette histoire par cœur. Et puis que celui qu'on assassine sur la plage est a priori un Algérois. Donc, oui, bien sûr, c'est un roman d'Alger. Après, est-ce que de quel côté, on connaît un peu toute la vraie question autour d'Albert Camus et de son rapport à l'Algérie et peut-être justement toute l'ambiguïté de cette fin de la période coloniale que Camus représente très bien, c'est-à-dire à la fois une très grande humanité, de vraies questions philosophiques et littéraires, et puis aussi une façon de ne pas voir, ou en tout cas de ne pas affronter dans la littérature l'Algérie des Algériens de l'époque et de la guerre, en fait. Kawthar Adimi. Alors, est-ce que Camus est un roman algérien Est-ce que Camus est un romancier algérien ? Romancier algérien, pardon. Est-ce que L'étranger est un roman algérien ? Là, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis autour de cette table. Pour moi, non, c'est un roman de littérature française. Camus est un écrivain français. Et puis, il écrit, même si géographiquement, il écrit de l'Algérie, il écrit d'une Algérie française à une époque où il est en France. Donc, je suis un peu moins nuancée que Mathias, mais assez d'accord avec lui. Mais c'est un roman autour de l'Algérie. Ça, c'est indubitable. C'est un roman qui est important dans l'histoire de la littérature française et dans l'histoire de la littérature qui s'intéresse à l'Algérie.
Voilà, il faut rappeler qu'il a été édité, en tout cas ses premiers livres d'Albert Camus, par le libraire éditeur Edmond Charlot, dont vous parliez, qui était au cœur de votre roman, au centre de vos romans, Nos richesses, Kauter Adimi. Et qui aurait pu publier à l'étranger s'il avait eu du papier à ce moment-là, mais il n'en avait plus, et il lui conseille d'aller voir un autre éditeur. Quel est le roman que vous avez choisi, Mathias Hénard, qui va commencer, qui va ouvrir cette discussion autour des grands romans d'Algérie ou algériens aujourd'hui ? Alors, c'était pas facile d'en choisir un. Et puis, je suis un peu revenu en arrière et je me suis dit, mais quel est le premier roman algérien pour moi qui m'est vraiment marqué, qui était vraiment un moment de lecture extrêmement important, et c'est Nedjma de Kateb Yassine. D'abord parce que je l'ai lu. Je pense que c'est d'ailleurs un des premiers romans arabes francophones que j'ai lu. Je l'ai lu, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et je me demande bien aujourd'hui comment ça a pu me passionner autant, parce que c'est pas un roman simple, c'est un roman compliqué, d'une écriture très belle, très poétique, et qui vous emporte, mais qui mélange énormément de choses, qui a une structure assez complexe, on va peut-être y revenir, mais qui m'avait vraiment bouleversé. Et peut-être parce qu'à l'époque, j'ignorais la relation encore secrète, plus ou moins pour moi, à ce moment-là, que j'avais avec l'Algérie. Et que j'entrevoyais là quelque chose de ces secrets qu'on m'avait jamais racontés dans ma famille et que je pouvais entrevoir en lisant ce livre de la guerre. Enfin, le livre est publié en 1956. Kateb Yassine est né en 29, si je ne me trompe pas, donc il a à ce moment-là un peu plus d'une trentaine d'années. Et c'est son premier roman, c'est publié en France aux éditions du Seuil. Et c'est vraiment, je pense, un bouleversement, parce que c'est une façon de montrer non seulement l'Algérie contemporaine, la guerre, mais aussi un rapport à l'histoire de l'Algérie, de vous comprendre un peu ce pays, cette nation, d'une façon complètement nouvelle, en littérature en tout cas, avec des armes extrêmement modernes. Puisqu'on a pu, au moment où le livre est sorti, rapprocher ça, bien sûr, du nouveau roman, même si lui s'en revendiquait pas forcément. Donc c'est pour moi, à la fois, dans mon histoire personnelle, un moment très important de lecture, et puis encore aujourd'hui, je pense, un roman très important pour le patrimoine littéraire algérien et autour de l'Algérie. Un mot, quelle porte ce roman ouvre-t-il de votre, vous disiez du secret, de votre secret, de vos secrets intimes et peut-être familiaux, vers quoi il va vous amener subjectivement ? En fait, oui, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément raconté dans mes livres, mais je ne savais pas à l'époque que... je n'ignorais pas que mon grand-père avait passé toute la guerre d'Algérie dans cette ville, Skikda, qui s'appelait à l'époque Philippeville, qu'il était parachutiste, ça je le savais, mais j'ignorais que mon père avait 2 frères qui étaient morts en Algérie à ce moment-là, en bas âge. Et ça, je l'ai découvert par la suite. Et donc, ce rapport extrêmement intime et personnel, maintenant que j'ai avec cette terre algérienne que je connais très très mal, mais dans laquelle j'ai finalement 2 oncles enterrés. Et puis, j'ai un peu retracé le parcours de mon grand-père pendant la guerre. Donc, je porte aussi en moi un peu une partie de cette histoire coloniale si tragique. C'est un roman sur l'Algérie coloniale, c'est aussi un roman, une histoire d'amour quand même, autour de cette figure, de cette héroïne, Nedjma, fille d'un Algérien et d'une Française, dont 4 jeunes hommes sont amoureux aussi. Oui, tout à fait, c'est un roman d'amour. Bon, c'est un roman de l'hybride, du mélange, de la passion, de la complexité amoureuse. Tout le monde est amoureux de cette Nedjma qui elle-même... représente certes, peut-être symboliquement, l'Algérie, mais quand on lit le roman, c'est aussi justement quelqu'un d'insaisissable, de complexe, dont on sait qu'elle est absolument fascinante. Elle est l'objet du désir de ces personnages masculins. Mais elle est aussi plus que ça, elle est aussi la mère, elle est aussi le reflet de ce qui peut se produire dans l'avenir. Elle est tout, un peu, Nedjma. Et son nom en arabe signifie l'étoile. Et c'est un peu le début de cette
cette recherche poétique et esthétique de Kateb Yassine autour de cette forme du polygone étoilé. Avant d'entendre votre avis sur ce livre, si vous l'avez lu, Kawther Adimi, peut-être ceux de la communauté Babelio avec vous, Pierre. Il y a 21 critiques, disiez-vous, oui, tout à fait, sur le site, avec sur une ce moyenne livre. de 3,56 sur 5, donc c'est une très bonne moyenne, près de 700 lecteurs. Et alors, il y a plusieurs critiques, évidemment, donc, publiées, plusieurs avis différents. Une très belle critique que je vais vous citer de Dido 600 qui salue la façon dont Kateb Yassine parle de l'Algérie. Kateb Yassine a montré au monde, à travers Nedjma, l'histoire d'un pays dans toute sa difficulté d'être, cette Algérie où la douleur était reine, l'honneur national foulé aux pieds et la dignité humaine humiliée. L'anesthésie spirituelle est impuissante à changer les choses. Seule une résistance personnelle incessante, une opposition intérieure permanente à l'oppression peut aider l'homme écrasé à se retrouver lui-même. Ce thème est précisément au centre de Nedjma. Le roman est difficile, on y reviendra peut-être. Il gagne à être lu au moins une fois. Oui, difficile, c'est ce que des critiques un peu plus négatives pointent sur Nedjma. Pas facile à lire. On va revenir sur le style et la forme, les éléments aussi pastoraux qui se glissent dans le roman de Kateb Yassine. Kawther Adimi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce lecteur de Babelio que ce roman montre cette Algérie où la douleur était reine, dit-il? Oui, alors Nedjma, c'est vraiment le classique en littérature algérienne. Dès lors qu'on fait des études de lettres, on le lit. C'est un roman assez incontournable de la littérature algérienne. Alors, j'allais dire de langue française, mais je ne le dirais pas, parce que de manière générale, en littérature algérienne, Kateb Yassine et Nedjma sont des noms très importants. Ce n'est pas un roman facile. Je suis très impressionnée par Mathias Hénard, qui l'a lu à 14 ans. Voilà. Ça me reste Moi, je l'ai lu assez plus tard. incompréhensible. Moi, je l'ai lu beaucoup plus tard. On a appris tout à l'heure que Kawther était allée, elle, au concert d'Ayam à peine 8 ans. Donc, on peut tout se permettre aujourd'hui. Voilà. Tout oser. J'aurai une discussion avec mes parents à ce sujet tout à l'heure. Non, mais je l'ai lu beaucoup plus tard. Donc, c'est un roman très, très fragmentaire et assez difficile, effectivement, à lire et à comprendre. Je l'ai lu vraiment, je devais avoir 20 ans, donc à l'université. Pour moi, en tout cas, c'est un roman de quête, mais presque de quête impossible, quoi. Cette jeune femme, donc Nedjma, effectivement, l'étoile, qui en plus a une histoire. La filiation de Nedjma est un sujet dans le roman, mère française, père algérien. Mais père algérien, on n'est pas totalement sûr, d'ailleurs, parce que c'est aussi une quête pour l'un des personnages qui pense être le père de cette fille, de cette Nedjma qu'il faut ramener auprès des siens, avec effectivement, est-ce que Nedjma représente l'Algérie dans l'esprit de Kateb Yassine, et on sait que Kateb Yassine a une histoire coloniale très violente, d'une mère qui a été internée, qui a perdu la raison après les massacres de mai 45. Lui, il participe au mouvement de révolte de mai 45. On dit à sa mère qu'il est mort, que son fils est mort, elle en perd la raison. Enfin, il y a une histoire très lourde. Et pour moi, Nedjma de Kateb Yassine, c'est ce roman où il va raconter une histoire d'amour, mais qui n'est pas juste une histoire d'amour d'hommes pour des femmes, mais qui va bien au-delà. C'est l'histoire d'amour dans le sens où on raconte un sentiment qui vous prend, qui est très entier, mais qui va dépasser tout sentiment raisonnable. Et c'est en cela où peut-être il est assez difficile, effectivement, de lire Nedjma, parce que c'est pas une histoire linéaire, parce que c'est une histoire avec beaucoup de personnages. Donc il y a ces 4 hommes, mais il y a aussi le père, il y a cette jeune femme qui s'en va, qui est insaisissable, qui est là, qui n'est pas là, etc. C'est un roman très fragmenté, c'est presque un poème. Puisque le roman, moi je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, et tu le disais au début, on s'est dit le nouveau roman, etc. Mais pour moi, il est vraiment dans la tradition de la littérature arabe et de langue arabe. Il aurait été écrit en arabe, que je pense qu'il n'aurait pas été très différent. Il y a quelque chose qui en plus alors Kateb Yassine est un homme de théâtre aussi, et on voit déjà que ce roman aurait pu être à la fois du poème, aurait pu être du théâtre, etc. Ce qu'on retrouve dans le Polygone étoilé. Je crois que c'était l'un de tes choix, Mathias. Voilà. Après, c'est un classique, c'est un roman que je ne peux qu'encourager à lire. C'est un roman à lire, c'est un roman à connaître pour quiconque a envie de lire les grands écrivains de langue française. Alors, on va écouter justement Kateb Yassine nous parler de la langue française. Les écrivains algériens, s'ils s'expriment en langue française, ne s'expriment pas seulement dans cette langue parce qu'ils y sont forcés. Il y a un peu de cela dans la mesure où il y a quelque chose d'inexorable dans l'histoire et où, ayant appris cette langue, nous nous exprimons en elle. Mais il y a aussi le fait que dans cette langue, nous exprimons aussi notre originalité. Et que s'il y a contradiction, cette contradiction est en train de se surmonter et d'ouvrir des perspectives nouvelles et réconfortantes. Il se trouve que dans la langue française, nous exprimons l'âme du pays.
Précisément, en dehors du fracas actuel et de tout ce qui empêche une compréhension plus profonde des problèmes, il y a précisément des choses plus précieuses et plus profondes qui sont l'âme d'un pays, qui sont sa littérature. Et il se trouve que cette littérature, actuellement, d'elle-même, et sans aucune vue préconçue des choses, exprime une communauté durable, des liens durables entre la France et l'Algérie, dans la mesure où les deux cultures, en dépit de tout, se sont rencontrées et se sont interpénétrées. Voilà, Mathias Sénart, Kateb Yassine, il a écrit dans les deux langues, du coup, sur ce rapport qu'il exprime à la langue française. Même dans 3 langues. Il a aussi écrit en berbère. J'adore cette voix, j'adore cet accent, j'adorerais parler comme lui. Et j'ai une passion pour cet homme parce qu'il a aussi... c'est quelqu'un de cette génération qu'on a appelé la génération de la guerre. Il meurt jeune, un peu moins de 70 ans. Il vit la dernière partie de sa vie à Grenoble, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu un rapport justement aux langues de l'Algérie. Et comme il le dit très bien, finalement, oui, le français, en réalité, on a beaucoup rappelé ce qu'il avait appelé que le français c'était un butin de guerre, mais il dit aussi que c'est écrire dans la gueule du loup que d'écrire en français. Et tout ça est vrai à la fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, je pense que Kauter sait ça mieux que personne, dans ce rapport à la langue française. Voilà, c'est un bilinguisme, un multilinguisme. Il est présent et ça fait partie de la réalité de l'Algérie. Donc c'est vraiment déjà dans cette première génération de grands écrivains algériens d'avant l'indépendance, ce rapport au français est très important. Et par la suite, c'est vrai qu'il va retourner en Algérie faire du théâtre en dialecte, par exemple. Et une pièce très célèbre, Mohamed prend ta valise, sur l'immigration, qui est encore beaucoup jouée aujourd'hui. C'est aussi un homme de théâtre, grand ami d'Armand Gatti, qui a beaucoup parlé de lui et de qui il était très proche et qui l'appelait le moufti de l'île Saint-Louis quand il était jeune à Paris. Je trouve cette expression assez tendre, le moufti de l'île Saint-Louis. Alors, juste pour reparler de Nedjma aussi, on a posé la question aux auditeurs, lecteurs de France Culture, et je vous lis l'avis, le point de vue d'un auditeur sur Instagram à la question « Avez-vous lu Nedjma de Kateb Yassine et qu'en avez-vous pensé ?» Est-ce que c'est un livre qui vous a appris beaucoup sur l'Algérie? La réponse est une Algérie qui n'existe plus maintenant. Je connais un peu l'Algérie et surtout les Algériens. Ce roman très poétique et métaphorique aussi doit être remis dans son contexte, dans le contexte dans lequel il a été écrit. Si je me souviens bien, à la fin des années 50, je crois qu'à une période de sa vie, il a refusé d'écrire et de parler français tellement d'horreur et de traumatisme. Ça va dans le sens de ce qu'on évoquait. Et puis un autre auditeur-lecteur, toujours sur Instagram, Easy Bookin, j'aime bien le pseudo. Le texte n'est pas linéaire, difficile d'en parler avant de l'avoir terminé. La plume de Kateb Yassine est très poétique. On peut peut-être parler un peu du style quand même. Alors du coup, maintenant de ce roman, en ce qu'il a aussi parfois freiné certains lecteurs de Babelio, oui, Pierre ça Cross. revient souvent à la difficulté un peu d'approche du texte. Je vais vous citer une anecdote partagée par Yourougou dans sa critique. Une femme dans le train m'a vu en train de lire Nedjma et m'a interpellé pour me souhaiter bon courage, qu'elle-même l'avait trouvé difficile avec ses au moins 50 niveaux de lecture. J'étais assez avancé dans le roman à ce moment-là et je ne pouvais qu'approuver et me rassurer par la même occasion. Alors elle a quand même mis 5 étoiles à sa critique du livre et elle conclut ainsi « Pour tout lecteur ou toute lectrice d'aujourd'hui, Nedjma sera, sinon un grand roman, en tout cas une fenêtre ouverte sur l'histoire mondiale de l'Algérie et de la France. » Et un autre de vos lecteurs dit Nedjma, c'est l'Algérie faite métaphore. Quelle belle phrase. C'est sublime et violent, tendre et rythmé. On arrive au bout du roman à bout de souffle. Une lecture indispensable. C'est votre choix aujourd'hui, Mathias Sénart, ce Nedjma de Kateb Yassine. Choix exigeant. On ne s'attendait pas à moins de vous pour autant. Non, c'est pas du tout pour ça que je l'ai choisi. C'est vraiment... Je suis pas d'accord dans le fait que c'est difficile à lire. C'est difficile à lire si on le prend comme un roman. Je pense que moi, je le lis plus comme une suite de poèmes qui ont des relations entre eux. On retrouve des personnages. Mais si on s'attend à trouver un fil romanesque, un fil rouge du début à la fin, qui vous tire un fil linéaire, il n'y est pas. Ça, c'est certain. Alors, on raconte cette histoire, dont je ne sais pas si elle est vraie, qu'au moment où il écrivait, Kateb Yassine écrivait sur des feuilles de papier et qu'il suspendait. Donc, il avait tout son roman dans l'ordre. Et puis un jour, il y a eu un coup de vent dans son appartement et tous les feuillets sont tombés par terre. Et en fait, il les a remis
tels qu'ils sont tombés. Voilà. C'est une anecdote qu'on raconte souvent, effectivement, à Alger aussi, que j'ai beaucoup entendu pendant mes années d'études de lettres à Alger. Alors, comme ça. Est-ce que c'est une façon justement de justifier, ou en tout cas de donner une cause à ce désordre apparent du texte? Peut-être, en tout cas, je trouve ça assez beau que ce soit le vent d'une rue d'Alger qui tout d'un coup décide de l'ordre de ces pages. C'est poétique au sens où c'est métaphorique, mais c'est aussi extrêmement concret. C'est-à-dire que la poésie et la prose de Kateb Yassine est pleine de chair et du réel, justement, de cette violence quotidienne de la période coloniale. Au centre du livre, il y a aussi un couteau, un personnage qui porte un couteau, qui est l'Akhdar. Un couteau, voilà, un couteau, une femme et plusieurs hommes. Voilà, c'est un peu le cadre romanesque. Et tout ça est décliné sous un fond de histoire de l'Algérie, de ruralité. On va avoir un peu droit à tous les scénarios possibles de la vie algérienne. Alors, on va écouter encore une fois la voix de Kateb Yassine et l'écouter dans un entretien, une archive que vous nous avez soufflé, en fait, Mathias Sénard, où il parle de Camus, Albert Camus, dont on se demandait en ouverture de cette discussion si il peut être considéré comme un écrivain algérien, ou en tout cas comme l'auteur de romans algériens. La littérature algérienne, avant l'indépendance, et même aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que c'est Albert Camus. Et il est vrai que pendant longtemps, Albert Camus a représenté ce qu'on a appelé l'école d'Alger. Et c'était un homme de gauche. Simplement, les Français qui connaissent Camus, peut-être le comprendraient mieux s'ils le comparaient à un autre écrivain qui s'est trouvé dans la même situation, un écrivain américain, c'est William Faulkner. Voilà, là nous avons deux écrivains qui naissent dans des conditions à peu près semblables. Et on peut dire que Camus était d'origine plus modeste même. Enfin, Faulkner était un fils de colon dans le sud des États-Unis. Il était dans la même situation fausse, c'est-à-dire il vivait parmi les Algériens. Faulkner vivait parmi les Noirs du sud des États-Unis. La grande différence, c'est que Faulkner parlait la langue des Noirs. Il emploie même dans ses livres l'argot des Noirs des États-Unis. Il les connaissait. Il était resté raciste, mais dans ses livres, il se débattait avec ces nègres, avec ces noirs. Il essayait de les comprendre, et il les comprenait souvent. Et ça ne l'empêchait pas de les haïr. Par contre, chez Camus, d'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin, pour les indigènes, pour être moins brutal, moins raciste. Mais c'était au fond une position morale, seulement morale. Parce que dans l'œuvre de Camus, on peut voir facilement que les plus belles pages de Camus, c'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle, mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant. Allez, une courte réaction de tous les deux, et on se demande du coup, est-ce que ces deux hommes se sont connus, est-ce qu'ils se sont parlé, est-ce qu'ils se lisaient et s'appréciaient quand même, ou Je ne suis pas sûre, parce que quand j'avais travaillé sur les grandes critiques qu'on a faites à Edmond Charlot, qui est donc le grand éditeur de cette période-là, c'est de n'avoir pas publié ces auteurs-là. Alors, il y a des explications, et Charlot a beaucoup répondu sur cette question en disant d'abord on ne se connaissait pas, on ne se mélangeait pas, on ne se parlait pas. Et Charlot rêvait de faire des textes en arabe, enfin, c'était quelqu'un de très ouvert sur ces questions-là, mais disait je ne pouvais pas les connaître, on ne pouvait pas se rencontrer, on n'était pas du tout, parce que comme si c'était dans des pays différents. Et au moment où tous ces auteurs vont publier au Seuil, principalement, Charlot n'a plus de maison d'édition. Mais quand même, il explique bien que la rencontre ne se fait pas entre ces... On est dans deux univers différents. Ni à Alger, ni à Paris. Ni à Alger, ni à Paris. On n'est pas du tout dans les mêmes univers, on n'est pas dans les mêmes histoires, on ne se parle pas. Mais pour moi, il y a une exception à tout cela, c'est Jean Sénac. Moi, quand j'ai lu la biographie de Sénac et... la façon, parce que Sénac était le fils adoptif de Camus, c'est comme ça qu'il se voyait, il était très proche de Camus, puis il y a une rupture très forte sur l'Algérie, et Sénac justement parlait à des auteurs algériens, lui avait fait ce chemin-là, et moi, toutes les personnes qui sont intéressées sur cette question-là, sur Camus, l'Algérie, etc., je trouve que Sénac, c'est celui qui en parle le mieux dans ses cahiers, et sa biographie très documentée au Seuil, moi, m'a permis vraiment de comprendre la façon dont
Camus se positionnait et même les doutes de Camus à la fin. C'est ce que rapporte Sénac. C'est qu'à un moment donné, il a vraiment une grosse dispute avec Camus. Il s'en va et Camus dit à son assistante « Et si c'est lui qui avait raison ?» C'est le Book Club sur l'Algérie aujourd'hui avec Mathias Sénard, avec Kauter Hadimi, tous deux romanciers, et notre partenaire du vendredi, Pierre Croze de Babelio, France Culture. Il est 13h17. Et nous aussi, nous avons posé aux auditeurs lecteurs de France Culture la question de leur roman préféré, roman algérien, roman qui parlerait le mieux à leurs yeux aujourd'hui de l'Algérie. Réponse des auditeurs très variée. Quelques titres à vous citer dans ce patchwork de recommandations. Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne, de Kautar Archi, paru aux éditions Pauvert, ou Kautar Archi, qui est romancière et sociologue et qui emprunte ce titre à Derrida, parle des écrivains algériens de langue française, un essai paru en 2016. Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra revient aux éditions Julliard, l'histoire de deux collégiens qui font leur rentrée en 62 et découvrent l'Algérie, en tout cas une autre histoire de l'Algérie. L'art de perdre de Alice Zéniter, là encore on le disait, grande fresque, grand roman. Le blanc de l'Algérie de Assia Djebar, Bleu, blanc, vert de Maïssa Bey aux éditions de l'Aube, et enfin Le nez sur la vitre d'Abdelkader Djemaï, paru au Seuil en 2004. Cette question du roman algérien, important pour vous, fondateur, qui vous est bouleversé, dérangé ou conquis, Kauter Hadimi, on vous l'a posé aussi. Et il y a, en tout cas parmi vos choix, à tous les deux, Mathias Sénard, un autre nom qui revient souvent, c'est celui de Assia Djebar, avec l'amour et la fantasia pour vous, Mathias Sénard, et avec la soif de votre côté, Kauter Hadimi. On va dire un mot de ces auteurs qui ont été évoqués, mais peut-être votre choix principal, Kauter Hadimi, L'Étoile d'Alger, un roman d'Aziz Chouaki. Pourquoi ? C'est un roman qui sera plus abordable, on va dire, que Nedjmat de Kateb Yassine. Même s'il emprunte un peu à Nedjmat Kateb Yassine, c'est le roman le plus rock'n'roll, je dirais, de la littérature algérienne moderne, en tout cas. Moi, c'est un roman, c'est un incontournable. Là aussi, c'est un roman que j'adore, qui a été publié en 1997. Aziz Chouakri est un homme de lettres. Il a grandi en Algérie, il est arrivé en France, il a fui l'Algérie à cause du terrorisme, il est arrivé en 92 et il écrit L'Étoile d'Alger sur ces années-là. Et c'est l'histoire de Moussa, qui est un jeune Algérien dans les années 90 qui se rêve en un grand chanteur, en futur Michael Jackson algérien, et qui va connaître une descente en enfer. Ça raconte la guerre civile, ça raconte comment l'islamisme se nourrit de la misère sociale, ça raconte aussi l'Algérie corrompue des années 90, et c'est pour moi un grand roman de ces années-là. C'est un roman qui, et pour avoir vraiment vécu ces années-là, cette guerre civile, comment l'islamisme s'infiltre un peu partout, comment on a peur tout le temps. Je trouve que c'est un roman très authentique sur cette question-là, très vrai. Et sur le style, c'est très rock. Il y a un journaliste algérien qui avait dit, j'ai noté la citation, c'est de la boxe, c'est du rock, c'est du local rock, c'est du jazz. Je trouve que c'est très vrai, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a une inventivité de la langue qui est époustouflante. Il écrit en français, mais il écrit aussi en même temps en algérien et en berbère, et tout ça se donne une langue vraiment, mais très très belle. Le roman est tout fait de collages, de monologues, de dialogues, de descriptions. Vraiment, je ne peux que vous le recommander. Et chez Babelio, on est bien d'accord. Il était très apprécié, la plume a été saluée. Alors tout d'abord, je note quand même la belle coordination avec le choix de Mathias Sénard, parce que le livre a exactement la même note sur Babelio, de 3,56, même s'il est encore pour l'instant un peu moins populaire. Pour moi, il mériterait 5. Il mériterait 5. Alors la plume a été saluée par les lecteurs comme Fortuna. D'une plume colorée, vivante, nourrie de ses origines, Aziz Chouaki nous dépeint un personnage attachant, plein de talent et d'enthousiasme, qui va peu à peu déchanter dans un pays en proie à la corruption, la surpopulation, le manque de logement, de travail, les pénuries de toutes sortes, un état sanitaire alarmant dans une capitale où la jeunesse est progressivement happée par l'intégrisme religieux qui s'impose dans les immeubles surpeuplés, les prisons, les écoles. Et alors il a fait peur à beaucoup de lecteurs, ce livre. Je vais vous citer Bouquinista très rapidement. Très bon livre, mais effrayant. Après, les années 90 font peur
je pense à tous les Algériens et à tous ceux qui... Oui, pas vivent seulement sur ce sujet-là. la fiction, la réalité aussi. Assia Djebar, pourquoi Mathias Sénard? C'était votre autre choix, hein. Vous avez beaucoup hésité même. Oui, pour moi, Assia Djebar, c'est vraiment, je pense, une des grandes autrices de la littérature universelle du XXe siècle. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement important qui a aussi ce rapport... Alors, très différemment de Kateb Yassine, mais au bilinguisme, à la langue arabe, même si elle écrit en français. C'est quelqu'un, justement, qui a grandi en Algérie, dans une famille arabophone, et qui a appris le français à l'école. Et ce, jusqu'à l'Académie française, puisque c'est une des rares femmes à y avoir été admise. Et son œuvre romanesque est absolument passionnante, parce que justement, elle revisite tous ces mélanges très méditerranéens. Elle a aussi fait des documentaires pour le cinéma. Enfin, c'est vraiment, je pense, une très, très grande autrice du XXe siècle pour la langue française, en tout cas. Alors moi, je me sens très très proche d'Assia Djebar en tant que lectrice, parce qu'elle a un rapport à la langue qui ressemble beaucoup au mien, en tout cas à ce que fut cette problématique de la langue, parce que mes parents sont arabophones et que moi, vraiment, je suis tombée dans le français un peu par hasard à 4 ans, et je l'ai appris à l'école. Ce n'est pas la langue de la maison et c'est vraiment pas la langue de mes parents. Et puis pour moi, alors vraiment, Assia Djebar, c'est une écrivaine... extraordinaire, dont les romans sont très différents. En plus, on peut lire tout d'Assia Djebar et avoir l'impression d'avoir lu 2 ou 3 écrivaines différentes. Tu as choisi l'amour, la fantasia, et donc j'ai choisi la soif. On peut en citer d'autres. Hein, et c'est une femme qui a écrit beaucoup de textes, du théâtre un petit peu, enfin beaucoup de choses très différentes, qui mériteraient d'être un peu plus lues et connues d'ailleurs, que c'est en France ou en Algérie. Moi, j'ai fait un choix de roman qui est un peu égoïste, parce que ce roman n'existe pas en France, n'est pas publié en France, il n'est publié qu'en Algérie. Mais Assia Djebar mérite bien une traversée de la Méditerranée. Et voilà, et Mohamed Dib aussi fait partie de vos choix que vous avez fait l'un et l'autre séparément, avec 2 titres différents. La danse du roi, Qui se souvient de la mer? En un mot, Mathias Sénard. Tac. En un mot, Qui se souvient de la mer, c'est pour moi le roman vraiment de guerre qui raconte la guerre d'Algérie le plus beau et en même temps le plus terrifiant. Kawthar Adimi, La danse du roi. En une phrase, c'est un roman sur la solitude, c'est un roman extraordinaire sur l'incapacité à vivre après la guerre. Alors voilà comment ça va se passer désormais tous les vendredis dans Bienvenue au Club. On termine l'émission du lundi au jeudi avec Charles Dantzig et ses quadritèmes. Et le vendredi, c'est Mathias Sénard qui nous rejoindra tous les vendredis pour nous parler de ses incipits. Qu'est-ce que c'est un incipit? Eh bien, c'est la première phrase, le début d'un livre. Je vais vous citer, avant de vous retrouver, Mathias, l'incipit de Kawthar Adimi, au tout début donc, de son roman Au vent mauvais qui paraît au Seuil. Dans la nuit du 22 septembre 1972, un vent mauvais arriva du Sahara et recouvrit Alger d'une poussière rouge qui se déposa sur les façades des immeubles, les toits des voitures, les feuilles des palmiers et les parasols des plages. Point. France Culture, il est 13h24. Les incipits de Mathias Sénard. Alors Mathias, pourquoi vous intéressez aux incipits? Car, chère Olivia, il faut bien commencer quelque part. Tous les romans ont un début, que l'on nomme donc en bon latin incipit, du verbe incipere, commencer. Incipit, il commence. L'incipit, c'est ce qui ouvre le roman, la fameuse première phrase. On en connaît par cœur des incipits. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar, incipit de Salammbô de Gustave Flaubert, ou encore le très ressassé « Longtemps je me suis couché de bonne heure » du côté de chez Swann et de Marcel Proust. La première caractéristique de l'incipit, c'est son omniprésence. Il est partout. Quel que soit le roman, celui-ci contient toujours une première phrase. On ne peut donc pas échapper à l'incipit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Même la Bible a un début. Au commencement, le lecteur tombe sur la première phrase. On imagine qu'il y a quand même peut-être des règles, Mathias, en matière d'incipit. Est-ce qu'il y a des secrets, peut-être? Remarquons immédiatement que la première phrase d'un grand roman n'est pas toujours brillante, ni même juste mémorable. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté, soit. Rien dans cette phrase ne sent le chef-d'œuvre a priori. Une petite ville, la Franche-Comté. Pourtant, vous l'avez reconnu, il s'agit de l'incipit de Le Rouge et le Noir d'Henri Bell, dit Stendhal, phare des lettres françaises. En revanche, la phrase
Petit breton, je vais te toquer la tête contre le bénitier. Brise plutôt ce bénitier de granit que ta forte tête de breton. Extraordinaire incipit, ne laisse absolument rien préjuger du contenu de l'ouvrage qu'il ouvre. Mes chasses aux papillons, d'Eugène Lemoux, consacré au massacre des lépidoptères. L'incipit serait donc l'arbre qui cache la forêt du roman. On ne pourrait en tirer aucun enseignement. Mais les écrivains doivent être très attentifs à leur première phrase. On imagine, est-ce qu'elle jaillit au début de l'écriture du livre? Est-ce qu'au contraire, ils la rajoutent à la fin? Est-ce qu'ils reviennent dessus souvent? J'aime imaginer que l'incipit, le vrai, le proprement dit, est le début du geste d'écrire, du moins tel qu'il nous apparaît. C'est peut-être un fantasme, mais parfois il me semble tellement couler de source, cet incipit, découlé, irrigué, qu'il est difficile de ne pas l'imaginer présider au livre, lui insuffler sa force, son énergie vitale. Quand Jean Genet écrit au début du Miracle de la Rose, de toutes les centrales de France, Fontevraud est la plus troublante, c'est ce trouble qui va parcourir tout le roman, qui va vibrer, résonner à chaque ligne jusqu'à la fin du texte. Un début, c'est aussi une tonalité, une couleur, un timbre. Cette couleur est là, ce ton est posé, il vous hante, jusqu'au point final. On a envie de se demander si la dernière phrase est en relation avec la première alors. La dernière phrase rend le lecteur au silence que la première avait brisé. Elles se rejoignent dans ce silence. Une voix naît, une voix s'éteint. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Salammbô s'ouvre et se referme. Ainsi mourut la fille d'Hamilcar pour avoir touché au manteau de Tanit. Louis Aragon écrivait en 1974, dans un ouvrage précisément appelé « Je n'ai jamais appris à écrire » ou « Les incipits ». Si pour moi, le début d'écrire est un mystère, plus grand est le mystère de finir. Début et fin sont de l'ordre du mystère, car tous deux touchent à ce silence où tout est possible. Merci beaucoup Mathias Sénard. On vous retrouve tous les vendredis désormais pour vos incipits. En conclusion, puisqu'on commence toujours ou on termine toujours par le début ou on commence par la fin, de Bienvenue au club à réécouter sur franceculture.fr. Et la dernière phrase du roman de Kauter Adimi, Au vent mauvais, pour boucler là encore la boucle, est « Et les figues de barbarie continuent de pousser ». Merci mille fois à vous, Kauter Adimi, d'avoir passé ce club du vendredi avec nous. Un grand merci à vous, Pierre Croze. Les romans de nos deux invités sont aussi très bien notés par votre communauté de lecteurs, et notamment pour vous, Mathias Sénard, Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants. Boussole arrive juste après, et nos richesses, Kauter Adimi, n'attendent que d'être dépassées par votre nouveau roman. Un grand merci une fois encore à toute l'équipe de Bienvenue au club. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle émission avec notamment le romancier, écrivain Emmanuel Carrère et le journaliste Mathieu Delahousse. On va parler de l'écriture des procès.